Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre donc, du Salon de l'Agriculture pour cette émission donc, dont le thème est la souveraineté alimentaire et énergétique sont-elles compatibles? Alors j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Lambert. Bonjour Christiane. Bonjour. Ce marathon dans le salon se passe bien? Très très bien. On est qu'au second jour, il faut tenir jusqu'à la fin de la semaine. Présidente de la FNSEA, à votre côté donc Stéphane Linou, bonjour. Bonjour. Consultant alimentation et sécurité donc civile, on aura l'occasion d'y revenir. Sébastien Windsor, au bout de la table, vous êtes président de Chambre d'agriculture France. Bonjour. À vos côtés, Isabelle Decomex, bonjour. Bonjour. Directrice stratégie agrivoltaïsme chez Enoé. Et puis juste à mes côtés, Dominique Chargé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la coopération agricole. Première question pour Christiane. Christiane, l'éternelle question, j'ai souvent l'occasion de vous la poser. Est-ce qu'il faut opposer souveraineté alimentaire et production d'énergie, agrivoltaïsme? Non, il ne faut pas l'opposer, il faut le conjuguer, il faut l'additionner. Et pour cela, il faut certainement un petit peu de régulation, il n'y en avait pas. Nous avons travaillé pour qu'il y en ait avec la loi accélération des énergies renouvelables. Dans les départements, dans les territoires, à l'initiative des chambres d'agriculture, des coopératives, émergent des projets depuis pas mal de temps de méthanisation, de photovoltaïque. Le débat se porte aujourd'hui davantage sur la méthanisation et sur l'agrivoltaïsme. Alors on ne parle plus de photovoltaïque, on parle maintenant d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire la compatibilité entre la production agricole et la production d'énergie. Il y a des années où il y a plus de craintes, comme par exemple les années de sécheresse, où les sujets sont un petit peu plus vifs. Mais je dis quand même, pour avoir un horizon européen aujourd'hui, que dans nos nombreux pays, il n'y a pas de règles comme celles que nous avons en France, où il y a un plafond d'incorporation de matières végétales dans les méthaniseurs. Donc la France est attendue aujourd'hui sur l'enjeu alimentaire, sur l'enjeu énergétique. Sur ces deux sujets, l'agriculture peut être au rendez-vous si nous savons nous organiser correctement. Christiane, vous vous rappelez, on avait fait un débat au sommet de l'élevage, il y avait opposition entre les GIA et la FNSEA. Aujourd'hui, c'est réglé ? Oui, nous avons signé ensemble une doctrine avec les chambres d'agriculture également, qui tient toujours ses priorités sur les toits pour le photovoltaïque. Et lorsque c'est sur les sols, il faut qu'il y ait des règles. Interdiction du photovoltaïque, mais possibilité de faire de l'agrivoltaïsme. Et lorsque les chambres d'agriculture auront identifié, comme elles sont en train de le faire, des friches, il sera possible d'y faire du photovoltaïque. Mais des friches qui sont friches depuis plus de 10 ans. Donc vous voyez qu'on a évolué depuis, on a fixé des règles, les jeunes ont évolué aussi. C'est normal que les jeunes soient plus exigeants sur la pérennisation du foncier agricole. Ils sont jeunes, ils ont besoin de s'installer, d'accéder au foncier. Mais la loi a permis aussi de décanter un certain nombre de débats. Donc plutôt satisfaite de la loi? Oui, même si certains trouvent qu'il y a trop de règles et trop d'interdictions, etc. Moi, je crois que c'est déjà une bonne chose qu'on ait pu écrire dans la loi une définition de ce qu'est l'agrivoltaïsme et définir qu'est-ce qui doit passer en CDPNAF, qu'est-ce qui n'a pas à y passer, où pouvons-nous faire de l'agrivoltaïsme, qu'est-ce qu'est le photovoltaïque sans production agricole, et puis surtout dire que l'agriculture a un rôle à jouer. Nous ne voulons pas être à côté, nous voulons être dans le débat. Alors Isabelle, si justement, et je vous donne la parole après, si justement on doit dire il faut mettre de l'énergie aussi dans les champs, c'est parce qu'on a signé des engagements, il faut les respecter. Tout à fait. Aujourd'hui, d'un point de vue production d'énergie, aujourd'hui la France est largement en retard sur ses objectifs. On va devoir doubler dans les quelques années qui arrivent notre production et notamment en photovoltaïque. Et on sait pertinemment, il y a des études de l'ADEME qui ont démontré que les toitures, les parkings, les sols pollués ne suffiront pas. Et aujourd'hui, comme l'évoquait Madame Lambert, il y a des synergies possibles avec le monde agricole. Il peut y avoir des projets vertueux pour la production agricole et la production d'énergie. Et donc c'est l'occasion effectivement de monter ensemble, de manière collective, des projets qui vont répondre aux deux enjeux, souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique. Sébastien Windsor. Alors moi, ma première réaction, elle serait de dire, dans ces projets, il faut viser le moins d'impact possible sur la production agricole et arriver à combiner la production d'énergie et la production agricole. C'est ça l'enjeu. Pour arriver à faire ça, le premier point, c'est de mesurer l'impact sur la production agricole. Et là, il faut avoir des références, il faut avoir des expérimentations. On a aujourd'hui sur le territoire français une centaine d'expérimentations qui sont conduites par des producteurs de solutions d'agrivoltaïsme avec les chambres d'agriculture, voilà, avec d'autres acteurs. On a un observatoire qui est en train de se construire avec l'ADEME. Et là, au travers de tout ça, on sera capable de dire, avec tel type d'installation, on peut imaginer d'avoir une perte de la pousse d'herbe de tel niveau, voire une augmentation de la pousse d'herbe dans certains cas. Alors après, il faut être conscient qu'en agriculture,
on ne peut pas faire une expérimentation une année et en tirer les résultats. Parce que, par exemple, sur de la protection de vignes, l'année où vous avez un été caniculaire et des coups de chaud, l'ombre des panneaux va être très bénéfique. A l'inverse, l'année où vous avez un printemps avec peu de luminosité, si vous orientez mal vos panneaux, vous faites perdre de la luminosité sur la plante et les inflorescences l'année d'après seront moins nombreuses et vous aurez moins de production de vignes. Donc on a besoin de plusieurs années de référence, à la fois pour mesurer l'impact, mais aussi pour aider les constructeurs à bâtir la solution optimale par rapport à la production qui est en dessous. Après, une fois qu'on a ces références, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On ne réglera pas tout par des ratios en se disant avec tel ratio on peut faire de l'agrivoltaïsme sur le chiffre d'affaires agricole versus le chiffre d'affaires énergétique. Parce que par exemple, mon chiffre d'affaires l'année dernière en agriculture, sans avoir fait d'agrivoltaïsme, va être quasiment la moitié de celui que je vais avoir cette année. Et donc, si on règle les choses avec des ratios, une année, même si la production d'agrivoltaïsme elle ne bouge pas, je risque de bouger selon l'année, etc. Et donc, je pense qu'il faut avoir des chiffres pour comprendre et estimer, essayer de viser et de faire progresser les solutions vers le moins de pertes de production possible et la meilleure compatibilité, voire des solutions qui amènent des choses positives, du bien-être pour les animaux, du bien-être pour les travailleurs qui vont travailler dans ces parcelles-là. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut ramener de l'intelligence locale. Je pense que comme les solutions ne seront pas les mêmes partout sur le territoire, ce qu'on a cherché à voir dans le projet de loi, c'est de dire au final, c'est bien à l'échelle du département que le projet sera jugé par une commission qui s'appelle la CDPNAF. Et là, dans cette commission, on veut qu'il y ait un peu d'intelligence humaine pour regarder le projet et savoir dire, au travers de ce qu'on connaît, des références, mais aussi de l'agriculteur, du projet de l'agriculteur, se dire, ce projet-là, ok, il est bon et il est compatible avec de la production agricole et il ne va pas peser sur la souveraineté alimentaire, ou à l'inverse, ce projet-là, c'est plutôt de la production alibi et on sait que la serre, il n'y aura pas grand-chose dessous. Exactement. Dominique Chargé. Alors, à la question, est-ce qu'il faut les opposer? Bien entendu que non. Il n'est pas question qu'on demande aux citoyens et aux consommateurs français de choisir entre son alimentation ou son énergie. Il faudra bien qu'on puisse subvenir aux deux. Ce qui doit être clair en amont de tout ça, c'est la stratégie. Si la stratégie finalement de souveraineté alimentaire est claire, définie, tracée, planifiée, alors elle nous permet de décliner une complémentarité, une addition d'une stratégie énergétique qu'on pourra additionner à nos fonctions de production agricole et alimentaire. Et ça, c'est peut-être aujourd'hui quelque chose où nous nous interrogeons encore, non pas contre l'agrivoltaïsme et contre la production d'énergie, mais de dire que nous sommes quand même dans une phase, et moi c'est un petit peu les alertes que je veux donner au niveau de ce salon, où le déclin que nous observons, lié au changement climatique, lié à des choix particuliers qui sont faits en France sur des distorsions de concurrence par rapport notamment à des retraits de molécules, peuvent pénaliser la production agricole française, peuvent conduire à une diminution et un ajustement de notre capacité production agricole, mais aussi industrielle, et donc à finalement se mettre dans une trajectoire qui n'est pas la réponse que nous attendons et qui est aujourd'hui plébiscitée sur la souveraineté alimentaire. Donc il faut que cette stratégie soit claire, il faut que les moyens alloués aujourd'hui, politiques, économiques et financiers, à l'accomplissement de cette souveraineté alimentaire soient clairs, soient planifiés, et évidemment qu'on s'engage complémentairement derrière avec les solutions additionnelles dont parlait Sébastien Windsor, par exemple sur la mise en place d'abris sur des productions végétales ou même pour des animaux, parce que moi je vois aujourd'hui aussi des panneaux photovoltaïques se mettre en place comme abris dans les parcours à volailles, et c'est très bien. On est à une époque où on a mis des arbres et aujourd'hui on peut mettre aussi en complément des panneaux solaires, ça pose pas de problème. Mais en revanche, c'est vrai qu'il ne faut pas que nous ayons le sentiment que les trajectoires sur cette capacité à pouvoir nourrir nos populations et atteindre la souveraineté alimentaire soient mises à mal, et que nous ne puissions pas y parvenir et que ça nous conduise par la concurrence des surfaces à ne pas pouvoir atteindre cet objectif de souveraineté alimentaire. J'ai envie de vous dire, et Stéphane Linou, je vous pose la question, c'est vrai que la souveraineté alimentaire, elle a été évoquée 3 douzaines de fois hier par le président, mais est-ce qu'on se donne réellement les moyens de l'atteindre? Et est-ce qu'elle n'est pas en trompe-l'œil des fois, cette notion de souveraineté alimentaire? Alors, c'est vrai qu'on parle de souveraineté alimentaire, mais c'est vrai qu'on attend réellement les axes, la stratégie et les moyens à mettre en face pour justement lui donner corps à cette souveraineté alimentaire. Moi, ça me fait penser justement à la discussion qu'on avait eue sur ce plateau à 10 jours du Covid, du confinement. C'était justement pour présenter mon bouquin de résilience alimentaire et sécurité nationale. J'articulais les deux.
Et justement, pour la première fois, on avait parlé justement de stock stratégique. Comment on peut parler de souveraineté alimentaire s'il n'y a pas de stock stratégique? Comme le gaz, Voilà. Ça me fait penser également à la BITD, la base industrielle et technologique de défense, que le général de Gaulle avait lancé justement pour que l'on soit quand même un minimum indépendant sur notre défense. Et la stratégie, c'était quoi? C'était de créer un écosystème de production, de relations entre tous ces maillons et tout ça qui faisait qu'on a une base, une bonne base. Et c'est ça la souveraineté. Pourquoi au niveau agricole? Pourquoi au niveau alimentaire? Parce que agricole et alimentaire, ça serait bien aussi de bien préciser la nuance. Pourquoi au niveau alimentation? Puisque maintenant on a un ministère qui s'appelle de la souveraineté alimentaire, on ne pose pas la question comme nous l'avons posé à l'époque sur la défense. C'est-à-dire que le capital naturel, l'eau, et le foncier et les facteurs de production, et d'ailleurs la PCA à l'époque avait justement fait une proposition pour que l'alimentation soit considérée comme un secteur d'activité d'importance vitale, mais dans tout son spectre. Et là, on pourra partir sérieusement de quelque chose et après parler d'énergie. Christiane Lambert et Sébastien Windsor. Mais longtemps en France, beaucoup ont pensé que la sécurité alimentaire était acquise et qu'il n'y avait pas de problème. D'autres ont pensé qu'on pouvait tout à fait s'alimenter en important d'ailleurs. On pouvait acheter la viande moins chère en Argentine et en Amérique du Sud, les pommes moins chères en Pologne, etc., etc. Comme ils avaient pensé qu'on pouvait acheter l'énergie moins chère en Russie et ailleurs. Conflit, Covid, mise à l'arrêt de l'économie mondiale. Et là, l'alimentation redevient capitale. Double conflit, le premier n'est pas terminé, la guerre. Et là, Poutine a fait de l'alimentation une arme alimentaire stratégique, aussi de l'énergie, et les grandes nations se réveillent. Regardez comme les États-Unis se réarment, regardez comme la Chine se réarme. Ça veut bien dire qu'il y a un vrai sujet de production alimentaire en quantité pour nourrir sa population. On peut citer le général de Gaulle, un pays qui ne sait nourrir son peuple ne saurait être une grande nation. Mais la photo est encore belle pour l'agriculture, mais le film est dramatique. Parce que les courbes que nous avons mises sous les yeux du président de la République, ce sont celles que vient de décrire Dominique Chargé. Nous baissons en production de viande, nous baissons en production J'ai l'impression que pour l'énergie, on arrive à l'intégrer, ce problème de souveraineté. Oui, mais c'est en trompe-l'œil parce que les rayons sont pleins. Voilà, mais d'où vient l'alimentation? Alors ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut garder les moyens pour produire en France. On a les sols pour, le climat pour, les hommes pour, la recherche pour. On a tout ce qu'il faut. Mais à force de décisions politiques, Grenelle de l'environnement, séparation des pouvoirs politiques et de l'ANSES, non-régression du droit de l'environnement, surtransposition, etc., etc., la France recule. L'Europe recule avec Farm to Fork et énonce un programme où il y a moins 10 à moins 12% de production alimentaire. C'est pas sérieux, notamment en période de guerre. Donc il faut reprendre la priorité sur la souveraineté. Sébastien Windsor. Juste dans cette période de guerre où l'Ukraine n'a pas capacité à alimenter le monde ou moins que d'habitude, on aurait pu s'attendre à ce que l'Europe et en particulier la France, grenier de la production, puisse compenser un bout des productions européennes. Or, ce qu'on vit, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que non seulement l'Ukraine n'est pas en capacité d'alimenter le monde comme d'habitude, mais nous, on va importer plus. Donc la France, quelque part, elle augmente l'insécurité alimentaire mondiale. Juste pour donner quelques chiffres, moins 8% d'animaux abattus sur les veaux comme sur les vaches laitières, doublement des importations de légumes par rapport à l'année dernière, plus 3% sur les importations de viande de porc. Quand on parle de capacité à produire de l'énergie, si on a une vraie politique qui permet de se dire on va redévelopper de la production en France, en donnant de la compétitivité aux agriculteurs français, en les protégeant d'importations parfois européennes qui ne respectent pas les mêmes règles, en n'important pas alors qu'on interdit les œufs cages ou qu'on demande de faire de l'ovosexage sur les œufs, en n'important pas des produits qui ne respectent pas ces mêmes règles, on redéveloppera la production en France. Et à partir du moment où on redéveloppera la production en France, on n'aura plus de sujet de souveraineté alimentaire et on saura trouver une compatibilité avec la production d'énergie. Dominique Chargé. Moi, je pense que ce qu'on est en train de dire dans nos interventions, c'est que nous avons vécu depuis 40 ans dans un monde stable, un monde abondant et un monde sûr. Et que nous sommes passés sous le coup de 2 ou 3 grands facteurs de rupture. Évidemment la Covid,
évidemment la guerre en Ukraine, mais aussi le changement climatique. Et la Chine peut-être demain. Alors l'influence de la Chine, mais j'allais dire... La moitié des stocks de céréales. Ce que j'ai envie de dire, c'est le jeu géopolitique international est devenu instable. Il a toujours été complexe, mais il est devenu instable. Et la stabilité sur laquelle nous étions appuyés depuis 40 ans est en train de voler en éclats. Effectivement, le révélateur, c'est la guerre en Ukraine, mais les influences géopolitiques sont beaucoup plus larges. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il ne faut évidemment pas opposer, parce que le débat, c'est énergie-alimentation. Bien sûr qu'il ne faut pas opposer, bien sûr qu'il y a une fonction essentielle sur l'énergie aussi, l'agrivoltaïsme en est un exemple, mais reposons cette stratégie, cette base alimentaire avec ce que sont les nouveaux enjeux, le nouveau contexte dans lequel nous sommes. Et effectivement, moi je vois clairement, sur 2 ou 3 exemples en un an, les choses changer et nous mettre assez dangereusement en difficulté. La première, j'ai vu l'année dernière, au mois d'août, la production de légumes de plein champ en Bretagne divisée par 2, non pas par la diminution des surfaces, mais par la diminution des rendements en lien, évidemment, la sécheresse, mais aussi la canicule. La sécheresse et la canicule, donc c'est les deux. La deuxième, c'est je vis dans une région fortement impactée par l'influenza aviaire, sur une production dont nous importions déjà la moitié de ce que nous consommons en poulet, 80% dans la restauration à domicile. Je vois nos capacités encore davantage fragilisées. Nous sommes, dans la structure que je représente, en propriété d'un abattoir qui était le plus moderne d'Europe en 2004. Nous nous demandons comment nous allons pouvoir le maintenir. Donc ça, il faut le prendre en considération. La troisième, c'est évidemment l'influence de l'interdiction d'une molécule brutale, les néonicotinoïdes, alors que nous n'avons pas encore les solutions alternatives qui peuvent remettre dangereusement en difficulté cette filière betterave et la production de sucre avec un ajustement des capacités industrielles. Donc moi, évidemment, il n'y a pas de crainte a priori sur ce que sont les intentions, mais j'alerte sur le fait que sans les opposer, si la stratégie alimentaire n'est pas posée clairement, n'est pas assurée, la stratégie énergétique ne pourra pas être accompli dans de bonnes conditions. Alors, il y a un an, on faisait une interview sur le rationnement. Ça semblait fou d'imaginer d'être rationné. On a vu l'huile de tournesol. Vous avez vu cet article en Grande-Bretagne où justement les fruits aujourd'hui sont rationnés. Enfin, on arrive dans un monde qu'on avait du mal. Et aux Pays-Bas, ils ne chauffent plus leur serre parce qu'ils n'ont plus d'énergie. Enfin, il y a un problème énergétique là-dessus. Donc, on sent vraiment qu'il y a même combat entre justement l'énergie et l'alimentation. Et des fois, il y a des incohérences. Par exemple, quel est le délai de raccordement aujourd'hui? Tout le monde parle de l'énergie renouvelable pour une serre. Alors, ça va dépendre beaucoup du territoire sur lequel vous vous situez. Aujourd'hui, effectivement, on a des territoires où on a des délais de raccordement qui peuvent aller de quelques mois à plusieurs années. Plusieurs années, Enedis. Parce qu'aujourd'hui, on a un réseau qui est saturé, qui doit être modernisé en France et qui ne suit pas en fait la volonté à la fois d'un point de vue énergétique et d'un point de vue du coup développement des territoires. Donc on a une vraie problématique sur ces projets agrivoltaïques de raccordement et donc un vrai travail à faire à l'échelle nationale pour pouvoir travailler ce sujet-là afin de pouvoir développer des projets d'énergie renouvelable de manière générale. J'ai interviewé un agriculteur 8 ans avant le raccordement, parce que ça dépend du positionnement. Sébastien. Une des solutions qu'on essaye d'apporter aussi par le conseil qu'on fait chez les agriculteurs et qui n'a pas été complètement évoqué, c'est aussi celle de l'autoconsommation. On a de plus en plus d'agriculteurs qu'on accompagne face à la hausse des coûts énergétiques qui sont totalement, qui prennent un vrai impact économique. Des producteurs de porc qui voient leur facture d'électricité passer de 10-15 000 euros à plus de 70 000 euros, ce qui est supérieur à leurs revenus des années précédentes. Et là, on travaille avec eux, alors du photovoltaïque sur les toits, mais dans un certain nombre de cas, l'installation de trackers ou l'installation de solutions d'agrivoltaïsme avec de la consommation. Et là, on a vraiment un effet gagnant pour tout le monde. On met les panneaux. Il y en a un qui est destiné à l'autoconsommation pour le producteur. Ça lui diminue son coût d'énergie. Ça lui amène un coût d'énergie stable dans le temps. Et puis en général, il y a un peu de surplus d'énergie qui peut aussi servir à alimenter les voisins. Et on peut aussi faire des projets de territoire et donner du sens et redonner du sens autour de projets agricoles de territoire. Autour de ça, ça me paraît des pistes à creuser pour aller embarquer la société. Exactement. Toute dernière question. La charte que vous avez mise en place, elle en est où aujourd'hui? Elle est utilisée? Elle n'est plus utilisée? Elle a sa raison d'être? Elle a tout à fait sa raison d'être parce qu'il faut confirmer la volonté de la France, mais il y a urgence à sauver sa souveraineté alimentaire. Je crois que les chiffres de dégradation, enfin vous qui connaissez le secteur depuis longtemps, Jean-Paul, on n'avait jamais entendu ça.
Jamais. Donc il n'est pas question d'avoir de rationnement. Ce qu'il faut surtout, c'est que les Français comprennent. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez créer une réserve d'eau, il faut 5 ans. Vous voulez raccorder, il faut 8 ans. Vous voulez faire un bâtiment d'élevage, il faut 3 ans. La France est engoncée dans des obligations et des restrictions bien supérieures à d'autres secteurs. Les autres foncent et nous faisons du surplace au mieux, voire nous régressons. Les agriculteurs en souffrent parce que les agriculteurs en ont sous le pied. 35 000 agriculteurs se sont inscrits dans le plan de relance l'année dernière. Ça veut dire que quand il y a un signal, on y va. Mais il ne peut pas y avoir des signaux comme le plan de relance qui était positif, l'assurance récolte qui est positive, l'épargne de précaution. Et par ailleurs, ces décisions incompréhensibles de retrait unilatéral de molécules alors qu'elles sont autorisées dans les autres pays européens. Moi, je ne veux pas que l'agriculture soit enfermée dans la même parenthèse catastrophique que le nucléaire ou que le textile en France. Il y a 2 ans, c'était haro sur le nucléaire pour 60% des Français. Votre énergie est plus chère, 60% sont favorables au nucléaire. Tout le monde un certain nombre d'associations vilipendent l'agriculture. Là, on a de l'inflation sur l'alimentation. Tous sont en train de se dire attention, attention, on ne pourra pas continuer à payer plus cher. Pour avoir une alimentation accessible, il faut produire en quantité, en qualité certes, mais en quantité. Produire moins, c'est produire de la faim à l'autre bout du monde, mais c'est produire aussi de la précarité alimentaire chez nous. Donc ils sont nombreux ici sur ce salon. Le pacte d'orientation que le président de la République veut mettre en place, il faut aussi que ce soit un pacte de réconciliation et de confiance pour que les Français soutiennent l'agriculture. Tout le monde veut le saucisson de proximité, personne veut la porcherie de proximité. Il va bien falloir faire l'élevage quelque part dans notre pays. Dominique, chargé. Sur les questions liées au développement du photovoltaïque et de l'optimisation finalement de la mise à disposition des moyens, moi j'entends aussi beaucoup dire, nous sommes propriétaires dans l'agriculture et l'agroalimentaire de surfaces de toit très importantes. On essaie d'optimiser, de maximiser les surfaces mises à disposition, mais j'entends dire qu'il y a, non seulement j'entends dire, mais je constate qu'il y a aussi des problèmes d'assurance en lien avec la mise en place de panneaux photovoltaïques sur certaines fonctions industrielles, parce qu'avec le risque que l'on pourrait avoir. Donc il faudrait aussi qu'on arrive à lever un peu ces contraintes pour pouvoir développer la mise à disposition de surfaces qui pourraient aujourd'hui être disponibles, notamment des surfaces de toiture d'industrie, pour qu'on puisse maximiser cette production photovoltaïque, agrivoltaïque, mais photovoltaïque, dans ce que sont les capacités agricoles et agroalimentaires. Et sur les COP, il y en a beaucoup de panneaux photovoltaïques? On en met de plus en plus, c'est une solution, ça a d'ailleurs été une solution de remplacement, parce qu'on est aussi contraint comme tout le monde à remplacer nos toitures en amiante qui sont historiques depuis les 50 dernières années, donc on les remplace avec des surfaces de couverture qui sont compatibles avec du photovoltaïque dans la mesure du possible. Sébastien, en une phrase, et après j'ai une autre question. Non, j'allais dire le frein aujourd'hui à la souveraineté alimentaire. On voit bien que c'est pas la production énergétique, c'est tout un tas de leviers qu'on a à bouger. Juste sur la production énergétique, on parle beaucoup du photovoltaïque là. Il ne faut pas oublier la méthanisation par exemple. Et là, on a un sujet. On ne sait pas sortir un projet de méthanisation en moins de 4-5 ans d'études. Et encore, ça c'est avant les recours des voisins, parce que maintenant, dans un projet sur 2, on a des recours au tribunal administratif derrière. Et il nous faut là aussi arriver à rassurer les agriculteurs par rapport à ce risque d'attaque au tribunal. Effectivement, la méthanisation, c'est long, mais l'agrivoltaïsme aussi. Aujourd'hui, on est sur des délais de 4 ans à peu près pour obtenir les autorisations d'urbanisme pour raccorder un projet agrivoltaïque. C'est trop long, ça ne colle pas aux attentes de l'agriculteur. C'est l'administration là. C'est l'administration. On nous rajoute des millefeuilles administratifs. Donc nous, notre demande, c'est vraiment d'avoir un cadre précis et simple. Aujourd'hui, Madame Lambert le disait, on a l'agrivoltaïsme qui apparaît dans la réglementation, qui a pour la première fois est défini, et on est ravis de pouvoir enfin s'appuyer sur quelque chose de national. Par contre, il manque à notre sens un cadre un peu plus précis pour instruire les projets au niveau départemental et au niveau local. 2 petites initiatives. Tout d'abord, qu'est-ce que vous entendez par microbiotes territoriaux d'alimentation? Vous êtes en pleine réflexion là-dessus, expliquez-nous. Il y a des microbiotes pour tout, et les microbiotes, ce sont des systèmes composés de plusieurs acteurs. Il y a le microbiote intestinal, tout ça. Et moi, mon idée, c'est qu'au niveau territorial, nous n'avons plus de microbiotes alimentaires territoriaux. C'est-à-dire que les acteurs, donc producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs et les collectivités qui sont également prescriptrices, ces 5 maillons, ce club des 5, eh bien, avec 40 à 50 ans de théorie des avantages comparatifs de Ricardo, on a tout détricoté et il y a des maillons qui sont morts. Donc on se retrouve avec des systèmes artificiellement équilibrés par des perfusions qui viennent de l'extérieur. Et s'il y a un problème sur les flux, cyberattaque sur la chaîne logistique, pandémie sérieuse ou autre, et bien du coup, ce microbiote qui n'est pas équilibré, il tombe en désordre. Et un désordre territorial, pour moi, ce sont des troubles à l'ordre public. Et ça, on l'a démontré, le ministre de l'Intérieur l'a lui-même reconnu, c'est un risque majeur.
Donc pourquoi on ne réarmerait pas les territoires avec des microbiotes alimentaires de territoire pour des raisons de sécurité? Et on reprend la pyramide de Maslow, les 2 premiers étages, besoins physiologiques à satisfaire, besoins de sécurité. Et les agriculteurs sont, pour moi, ils devraient être des opérateurs d'importance vitale. Donc si on veut vraiment que cette souveraineté alimentaire prenne corps et soit sérieuse, il faut l'articuler avec la sécurité civile, intérieure et nationale. Et juste pour finir, Sébastien, une phrase. Hein. Quand même, Pardon. on a un rôle majeur de devoir aussi alimenter le reste de la population parce qu'il y a peu de pays qui ont la capacité de production de la France et il y a un paquet de pays qui ne seront jamais autosuffisants. Et si on ne joue pas ce rôle-là, il y a un économiste qui disait au prix où est la Kalachnikov, si on n'arrive pas à nourrir les autres pays, ça nous coûtera très cher. Mais il n'y a pas forcément... C'est pas le repli, hein. Ouais. C'est pas mais on est à 2% d'autonomie alimentaire par territoire. Le 100%, c'est pas souhaitable, de toute façon on n'y arrivera pas, mais bouger le curseur entre les 2 et 100%, Ouais. on peut le faire et Oui. ça sera bon pour tout le monde, à mon avis. Mais entre le moment où nous nous sommes vus la dernière fois 2020 et aujourd'hui, il y a quand même énormément de communes et de collectivités qui l'ont compris. Les projets alimentaires territoriaux, 537 sont nombreux. Et par exemple, la ville d'Angers, c'est 67% d'approvisionnement local dans la cantine centrale principale. Donc ça Ah évolue. mais non, mais c'est très bien. Et avec la prise de compétences alimentation, on irait beaucoup plus loin. Et là, ça permettrait Dominique d'aligner les Chargé. moyens. J'essaie de traduire le mot microbiote dans un langage qui m'est plus familier, qui est celui d'écosystème en fait. Moi, je suis évidemment complètement d'accord comme représentant des coopératives agricoles françaises pour qu'on reparte des écosystèmes locaux. Repartir des écosystèmes locaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer à partir des besoins d'une population. Et c'est vrai sur l'alimentation, je pense que demain, ce sera aussi une réalité sur l'énergie. C'est-à-dire que nous aurons aussi à raisonner en écosystème local à l'échelle probablement quand même de département ou de région, la façon dont nous assurons une partie de notre production d'énergie. Mais ce que je voulais dire sur l'alimentation, c'est évidemment repartir de ce que sont les possibilités, bon, les besoins physiologiques, mais en tout cas les possibilités agricoles, agronomiques, locales, de construire des filières, parce que je pense que l'un de nos problèmes aujourd'hui dans les raisonnements que nous tenons, c'est que nous fonctionnons beaucoup trop en silos, déconnectés les uns des autres, alors qu'il faut que nous raisonnions en filières. Et effectivement, non plus dans une logique de flux poussé, mais dans une logique de flux tiré pour être en réponse pertinente à la fois en quantité, en qualité, et probablement de plus en plus aussi en planification, et en réponse aux attentes des consommateurs et des citoyens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Un dernier mot, sans opposer le local, le national et l'international, parce qu'ils sont complémentaires. Isabelle. Pour aller dans ce sens-là, l'agrivoltaïsme aujourd'hui peut être une réponse puisqu'on a des projets de territoire qui sont en train d'être mis en place. On en parlera plus précisément mercredi ici même. On a un projet dans la Haute-Vienne sur un territoire, une communauté de communes où les projets agrivoltaïques qui sont portés vont permettre de répondre à des problématiques environnementales, sociétales et économiques du département à une échelle locale pour effectivement revenir sur une échelle d'écosystème local. Ça sera le mot de la fin. Christian Lambert, Stéphane Linou, Dominique Chargé, Isabelle de Combex et Sébastien Windsor. Merci beaucoup d'être venus ici sur le plateau TV Agri pour débattre. À très bientôt.